Bonjour à tous, bienvenue. Ceux qui veulent rester, bien évidemment, restez avec nous. Je suis ravie d'en voir certains que je connais déjà. Aujourd'hui, nous allons parler d'inclusion, changer de regard et réinventer les normes. Je voudrais faire un petit exercice avec vous avant de commencer. Si je vous dis inclusion, ça vous fait penser à quoi? Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin ou quelqu'un à côté de vous et lui dire, juste prendre quelques secondes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit en fait pour le mot inclusion? Je vous laisse faire. Tournez-vous vers vos voisins et je reprends la parole dans 2 secondes. Bon merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Cette session va durer 1h15. Elle va se dérouler en 3 parties. La première partie va être un keynote avec Bastien Sibyl. La deuxième, ça va être un panel, c'est-à-dire une conversation à 3 avec Moussa Camara et Sana Saïtwali. Et ensuite, on va avoir une conversation un petit peu plus approfondie avec Camille Sebo, toutes les deux. Donc ça dure 1h15. Donc s'il vous plaît, restez jusqu'au bout. Vous allez voir, il y a plein de bonnes choses à apprendre. Ça va être l'occasion d'écouter, d'explorer, de découvrir des nouvelles pratiques. Avant d'introduire Bastien, je voudrais juste me présenter en 2 minutes. Je m'appelle Dorothée Martin, je suis journaliste à Impact. Autrement dit, en fait, je fais des documentaires et j'interviewe et je vais à la rencontre de personnes dans le monde qui changent les choses, changent le monde. On appelle ça des changemakers en anglais. Et ce que j'adore, c'est de les rencontrer parce qu'ils m'inspirent. Et je suis convaincue en fait que l'engagement est contagieux. C'est pour ça que je suis ravie d'animer cette session sur l'inclusion. L'homme que je vais vous présenter maintenant, qui va faire un keynote tout seul pendant 18 minutes, s'appelle Bastien Sibyl. Bastien Sibyl, c'est un entrepreneur et un fervent défenseur de l'économie sociale et solidaire. C'est quelqu'un qui bouscule les idées et surtout qui remet l'humain dans tout ce qu'il fait. Bastien Sibyl, c'est à toi. Je te présente. Oui. Bastien Sibyl, il est président de l'opération 1000 milliards. 1 milliard, pardon. L'opération Milliard, pardon. Il est cofondateur de Licorne et de Mobicop. Il est secrétaire général de COP/FR. Bastien, c'est à toi. La scène est à toi. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour ouvrir ce panel. La dernière fois que j'étais là, j'étais avec mes 2 enfants et c'était une soirée, il y avait plusieurs soirées de patinage artistique. Je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous ont participé à ce moment, mais c'était aussi assez agréable. Écoutez, on est dans un moment printanier. J'habite le nord de Paris, je suis venu à pied. L'air est agréable, le soleil pointe le bout de son nez. Je viens, moi, vous donner quelques mots d'introduction de ce moment. Et dans chacun de ces mots, je veux le plus possible me relier à la qualité de l'air que je sens à l'extérieur, aux fleurs qui fleurissent et au bonheur d'être avec vous néanmoins. Le contexte dans lequel les intervenants vont intervenir dans quelques instants est un contexte difficile. D'abord, la guerre aux portes de l'Europe, les transformations de l'Alliance Atlantique suite à l'élection de Donald Trump viennent repositionner notre continent de façon générale et notre pays en particulier sur des discours beaucoup plus militaristes et dans lesquels les investissements dans la défense sont en train d'être extrêmement augmentés. Le ministre de l'économie, Eric Lombard, a lancé il y a quelques semaines un fonds public de 450 millions d'euros dans lequel chacune de nos compatriotes est appelé à venir contribuer pour financer notre effort de défense. À cette situation militaire particulière, nous avons également des tensions commerciales internationales extrêmement vives et aucune d'entre vous n'aura échappé aux discussions actuelles
sur les questions du libre-échange, du protectionnisme. Voilà. Ces éléments de tension militaire, commerciale, s'inscrivent à un moment démocratique pour les nations occidentales, qui est un moment particulier. L'Occident, nos nations, sont de plus en plus confrontées à la montée des autoritarismes. Alors, je le dis de façon assez détendue, vous voyez, on est sous la verrière, tout va bien. Néanmoins, on en a outre-Atlantique une caricature qui est extrêmement vive sous la présidence de Donald Trump. Et ce vent autoritariste, cet autoritarisme, ces attaques contre la démocratie viennent aussi toucher notre pays. J'étais, il y a 2 semaines, à l'Assemblée nationale, plusieurs fois, où, dans le cadre de la discussion d'une loi sur la simplification économique, un certain nombre d'amendements ont été passés pour venir rayer d'un trait de plume des organes extra-parlementaires, des commissions que nous avons mis 20 ans à construire pour, de façon collective, de façon démocratique, être capable de faire discuter des acteurs qui portent sur les territoires des questions de transition écologique, des questions de transition sociale. J'ai vu des débats d'une qualité affligeante. Je ne trahirai aucun secret, ces commissions parlementaires sont visibles depuis le site de l'Assemblée nationale, en disant que les choix des députés à certains moments étaient conduits simplement par des ressemblances de titres entre commissions pour savoir s'il fallait les supprimer ou non. Cette vague autoritaire est donc très visible à l'international, mais petit à petit s'approche de nous et on sent, pour celles et ceux d'entre vous qui sont, comme je le suis, impliqués dans un certain nombre de réseaux, on sent un changement discursif. Ça fait 20 ans que je travaille sur les questions de transition écologique juste. Jamais je n'aurais pensé que ce que nous cherchons à dire sur la nécessité de transformer nos économies de façon à ce qu'elles soient plus en ligne avec les limites planétaires, je ne pensais jamais que ce discours serait aussi discrédité. Alors sans doute est-ce peu audible depuis ce palais-ci, mais je vous garantis que dans le reste de la société, aujourd'hui, notre positionnement discursif, à nous qui voulons transformer les façons d'habiter le monde, notre positionnement discursif est extrêmement difficile. Et partout, nous voyons poindre des appels à la force et transformer nos discours autour de la transition écologique en des discours de remilitarisation, en des discours de patriotisme économique, en des discours de finalement repli sur soi. Et je pense qu'il faut que nous, acteurs de la transition, acteurs qui cherchons à transformer nos façons d'habiter le monde, il faut que ces discours sachent aussi répondre à ces appels à la force. Et c'est ça que moi je suis sans doute venu vous dire ce matin, c'est que certes, les efforts dans la défense, certes les efforts protectionnistes sont importants, mais la vraie force de nos États est dans nos sociétés. Et face aux investissements qui sont actuellement conduits dans l'armement, dans le développement industriel, il faut défendre le plus fort possible des investissements dans la société. La force d'une nation est dans sa qualité démocratique. Elle est dans la solidarité qui unit les hommes et les femmes qui l'habitent. Elle est dans l'éducation et notre capacité à donner à nos enfants la résilience dont ils vont avoir besoin pour affronter le monde de demain. Elle est bien sûr dans la question écologique, puisqu'il n'y a pas d'un côté l'humanité et le reste du monde, mais bien un corps vivant dont il faut prendre soin. Parce qu'il faut investir dans la société, nous avons lancé il y a 2 ans une opération que nous avons appelée Opération Milliard. Cette opération a été lancée autour de plusieurs milliers de dirigeants de la transition écologique juste qui ont souhaité dire que face aux milliards qui sont investis dans des transformations technologiques, aux milliards que l'on voit être investis dans des dispositifs de soutien aux industries,
Eh bien, ce que nous conduisons sur le terrain en termes d'innovation sociale, en termes d'action de solidarité, en termes d'actions impliquant des technologies douces, toutes ces actions que nous portons doivent pouvoir être soutenues sur le plan financier au même niveau que des actions plus traditionnelles. Aussi, nous avons constitué cette force civile autour d'une idée simple. Nous allons aller chercher 1 milliard d'euros pour financer sur tous les territoires les associations, les coopératives qui travaillent depuis 20 ans, depuis 30 ans à la question de la transition écologique et de la transition sociale. Pourquoi ? Parce que nous croyons que c'est à cet endroit que pourra être véritablement conduit le changement civilisationnel dont nous avons besoin pour affronter nos nouvelles conditions écologiques. Cette opération, qui aujourd'hui réunit plus de 3000 dirigeants, est en train de vivre une étape particulière, puisque le ministre Éric Lombard a appelé à une conférence des financeurs de notre secteur qui va s'ouvrir dans les prochains mois, et nous allons y faire valoir notre différence. Cette opération, nous l'avons construite autour d'un ensemble d'axes de travail. D'abord, la question du récit que nous souhaitons porter collectivement. Quel récit peut lier les associations qui travaillent sur le terrain avec les coopératives, avec un certain nombre d'entreprises sociales? Qu'est-ce que nous portons tous et toutes ensemble? Quelle société voulons-nous voir advenir? Ensuite, deuxième axe de travail, nous avons cherché à réunir des réseaux qui déjà agissent. Car la question qui anime ces lieux, qui sont pour l'occasion fort bellement revêtus, est une question ancienne et qui n'a pas attendu que des grands groupes, que je remercie pour le financement de cet endroit, ont ensuite investi. Et il y a des réseaux qui partout agissent pour que nous puissions faire valoir ces différences. Donc ça, c'est une question de rapport de force, et donc nous avons mis en réseau un certain nombre de têtes de pont et d'associations qui fédèrent des organisations. Troisième chose, nous avons cherché à fédérer des tiers-lieux sur l'ensemble de nos territoires parce que nous pensons que notre capacité à résister aux forces qui, partout dans l'économie, cherchent à extraire la valeur des territoires et en détruisant le vivant, eh bien cette capacité de résistance passe par notre capacité à investir des lieux concrets dans lesquels nous pouvons travailler tous et toutes ensemble. Ensuite, nous avons travaillé sur la question du besoin financier de nos organisations. Nous avons auditionné 800 organisations pour bien comprendre quels étaient leurs besoins de financement. Pourquoi y a-t-il un besoin particulier de financement sur ces organisations? Parce que quand vous travaillez pour véritablement transformer les conditions de production et de consommation, alors vos cycles économiques sont des cycles particuliers. Alors vos cycles économiques sont des cycles qui engagent le long terme. Alors vos cycles économiques sont des cycles dans lesquels la création de valeur est plus une création de valeur écologique et sociale qu'une création de valeur financière. Et donc, si nous voulons pouvoir mener la transition écologique juste, il faut aussi revoir les conditions de son financement. On ne peut pas conduire la transition avec les mêmes règles financières que celles qui ont prévalu au XXe siècle. Ceci est un mensonge. Il faut que le capital soit moins exigeant, c'est-à-dire que les taux de rentabilité qui sont exigés par nos financeurs soient diminués. C'est-à-dire que les durées d'investissement qui nous sont proposées soient allongées. On ne fait pas une ferme en permaculture comme on construit un empire industriel agricole. On a besoin de plus de temps. Le vivant a besoin de temps. Nous avons besoin de reconnaître des valeurs qui aujourd'hui ne sont pas prises en compte suffisamment dans les cycles économiques et notamment dans les cycles financiers. Vous voyez bien, une fois que je dis ça, que pour faire changer ça, nous avons besoin d'une force qui soit une force civile. Je ne peux pas, quelle que soit ma volonté, aller seul pour discuter ces éléments financiers avec l'ensemble des opérateurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui 3000 et je vous invite bien sûr à nous rejoindre.
l'ensemble de ce dispositif va nous conduire à lancer, sans doute, excusez-moi, je perdais ma timeline, si les conditions sont réunies, à lancer plusieurs véhicules d'investissement sur ces questions de transition écologique juste et à réunir un ensemble de financeurs qui veulent mettre leur engagement financier au niveau de l'engagement discursif qu'ils ont en faveur de la transition écologique juste. Alors, j'arrive petit à petit à la fin de ce keynote, mais ce que je voulais vraiment dire en introduction, en attendant Moussa, Sahana et Camille, c'est que nous ne pouvons pas faire la transition écologique sans investir massivement dans la société et que les conditions actuelles, il faut le dire, les conditions militaires, les conditions démocratiques, les conditions économiques ne sont pas porteuses. Et donc, excusez-moi, c'est un peu particulier pour moi de le dire dans ces conditions qui sont extrêmement luxueuses, pour le dire comme ça, par rapport à un ensemble de scènes sur lesquelles j'interviens. Mais les temps que nous avons devant nous, nous qui portons une certaine vision de la justice sociale, nous qui portons une certaine vision de la justice écologique, les temps que nous avons devant nous sont des temps difficiles. Et dans cette difficulté, le fait de savoir être reliés les uns les autres, le fait de ne pas perdre de vue nos objectifs, va être extrêmement important. Et c'est pour ça que je suis très heureux de maintenant pouvoir passer la parole à 3 personnes, Moussa Camara, Sahana Saïtouli, Camille Sebo, qui conduisent des projets qui, sur le terrain, font une différence. Et alors que tous nos systèmes médiatiques nous conduisent à porter notre regard vers des sujets qui, globalement, l'avilissent, vers des rhétoriques qui, globalement, nous impuissantent, je pense que savoir continuer à regarder vers le terrain, vers celles et ceux qui ont le courage au quotidien de faire vivre des initiatives qui renforcent la société, alors ceci est de nature à nous porter vers l'avenir. Et donc, je maintenant vais passer la parole à celles et ceux qui me suivent avec beaucoup de plaisir. Bonne suite de conférence. Merci Bastien. Merci. Merci Bastien d'avoir rappelé qu'il est urgent de faire société. Faire société tous ensemble, parce que oui, les fractures s'élargissent. Et dans les quartiers, il y en a certains qui sont encore oubliés, et des villages aussi. Heureusement, sur le terrain, il y a des voix qui s'élèvent. Et certaines personnes passent à l'action et ouvrent des champs du possible. Là, je voudrais vous présenter 2 personnes, Sahana Saïtouli et Moussa Camara. À côté de moi. Alors, ce qui est sympa, c'est que Moussa et Sahana ont passé leur jeunesse ensemble, dans les mêmes quartiers à Cergy. Ils se connaissent très très bien, ils ont même commencé leurs engagements ensemble. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Sahana, donc Saïtouli, est militante écologiste. Elle est cofondatrice de Banlieue Climat. Banlieue Climat, c'est une association en fait qui relie tous une justice environnementale et aussi une justice sociale. Je vous conseille vraiment d'aller regarder. Et récemment, ils viennent d'ouvrir à Saint-Ouen la première école populaire du climat, qu'ils ont co-construit avec les jeunes des quartiers. Et Moussa Camara, lui aussi est originaire de Cergy. Il est fondateur d'une association qui s'appelle Les Déterminés. Les Déterminés, je vous conseille vraiment d'aller voir. L'idée, c'est de faire des formations gratuites pour des jeunes des quartiers, pour les aider à entreprendre et aussi les amener vers l'employabilité. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet sur leurs différentes associations, je vais vous demander à tous les 2, en fait, quel est votre feu intérieur, en fait. Qu'est-ce qui vous anime, tous les 2 ? Sahana, on va commencer par toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Dorothée de nous accueillir. Alors, moi, je suis vraiment contente. Et moins contente parce qu'il n'y a pas assez de monde encore, il y a des chaises vides. Donc n'hésitez pas à vous installer pour écouter un peu ce qui se passe dans nos quartiers.
il se passe vraiment de belles choses. Je suis vraiment touchée et émue parce que c'est, je crois, ma première table ronde avec Moussa Camara, avec qui on a œuvré, on a grandi dans le même quartier à Cergy, on a fait beaucoup de choses et ça a un sens et une histoire par rapport à mon engagement. Et au niveau de ce que tu nous proposais, de ce que tu me demandais sur qu'est-ce qui nous anime, et je pense qu'on a un commun sur ce qui nous anime. Ce qui nous a toujours animés dans notre engagement, dans nos parcours, ça a été l'histoire de nos parents, ça a été l'histoire de notre quartier, ça a été le millefeuille d'inégalités sociales auxquelles on a pu faire face durant toute notre enfance et au fur et à mesure de nos engagements. On s'est toujours dit qu'à un moment donné, il fallait justement prendre cette place pour pouvoir agir. Et d'ailleurs, ça a été Agir pour réussir, ça a été la première association que nous avons cofondée avec Moussa Camara, qui nous a permis justement d'outiller et émanciper les jeunes des quartiers populaires, et notamment à Cergy-Pontoise. Et ce qui nous a ramené à Banlieue Climat aujourd'hui, ça a été vraiment la continuité de ces 20 ans d'engagement qu'on a pu avoir nous localement sur la question de la justice sociale et environnementale. Et toi, Moussa, qu'est-ce qui t'anime? Déjà, très heureux de partager cette table ronde avec ma sœur Sana Seytouli, avec qui on a œuvré dans les quartiers, notamment à Cergy en 2007, où c'était un contexte assez particulier, parce que là où on a grandi, c'était pas forcément facile tous les jours, mais ce qu'il y avait, c'est la solidarité, c'est l'entraide, et c'est de faire en sorte de donner des conditions d'amélioration des conditions de vie des habitants dans lesquels on se battait. Et nous, ce qui nous anime, je pense, tous les deux, c'est ça. C'est comment on améliore la vie des gens qui sont autour de nous, qui nous ressemblent et qui font des choses exceptionnelles, quotidiennement, qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont pas forcément mis dans la lumière. Et c'est tous les jours ce travail-là qu'il faut renouveler. Alors on le fait de manière différente aujourd'hui. Ça en a un peu plus sur les questions d'enjeux climatiques, écologiques et tout, et moi plus sur la question économique, sociale, qui est hyper important parce que aujourd'hui on est dans une société où parfois on a l'impression qu'elle est de plus en plus individualiste. Et on a besoin de remettre les gens au cœur du projet. On a besoin aussi de remettre un peu d'entraide et de solidarité ensemble. Et ça, c'est hyper important pour nous. Et moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est de pouvoir, à mon niveau, à mon échelle, impacter la vie de centaines de milliers de jeunes qui veulent se lancer dans un parcours professionnel ou entrepreneurial, peu importe. Ce sont pour moi des outils qui permettent en fait, d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour partager un peu ce moment avec les gens qui sont là, avec vous, et ce qu'on fait quotidiennement. Alors on sait qu'en fait, derrière chaque engagement, il y a des rencontres, il y a des inspirations. Toi, Moussa, tu as été particulièrement touché par ton voyage aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous raconter en fait ce que ça t'a apporté et comment est-ce que ta vision a changé un petit peu? Et voilà, qu'est-ce que tu en as retenu en fait? Moi, j'ai eu beaucoup de déclics, de rencontres. Moi, je le dis souvent. Moi, dans ma vie, je ne suis pas un génie, je n'ai pas un talent particulier. Sinon, j'aurais été... J'aurais t'es plein débrouillard de projets. Depuis que t'es tout petit. Mais par contre, je suis quelqu'un qui s'est fait grâce aux gens, on rencontre des gens. Et pour moi, la rencontre, elle est hyper importante. Mais avant tout ça, ça a été aussi des gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont tendu la main. Moi, à l'époque, quand je crée ma première entreprise, je rencontre un dirigeant qui me fait confiance. Et cette confiance-là, j'étais obligé de me montrer à la hauteur de cette confiance. Et après, il y a eu le voyage aux US, qui a été aussi un déclic. Qui n'avait pas forcément été un déclic, ça a été un déclic dans ma capacité à me dire qu'en vrai, tout était possible. Ouais. C'est dans le sens où peut-être que moi, à mon niveau, je pouvais me limiter sur un certain nombre de sujets et tout, de projets. Et en fait, quand je suis allé là-bas, en fait, j'ai vu les différences, mais aussi j'ai vu aussi la chance que j'avais en tant que jeune Français de pouvoir voyager, de pouvoir rencontrer des gens différents et de me dire qu'en fait, finalement, je me limitais et que je pouvais aller beaucoup plus loin. Et quand je reviens, voilà, on a fait pas mal de voyages. Sana aussi, elle nous a accompagnés, qui a participé. Ça a été intéressant de voir la capacité des gens de croire en leurs projets, de croire en leurs rêves et de mettre les moyens pour y arriver. Donc ça aussi, ça a été un déclic. Et moi, je dis souvent aux jeunes, en fait, finalement, peu importe, parce que là où on est né, Sana peut en parler, les chances de réussite n'étaient pas au rendez-vous. Ouais. Parce qu'on avait 1000 raisons de se dire que finalement, on pouvait baisser les bras et de se dire que ce qu'on fait, peu importe la manière où on le portait ou on le faisait, ça n'allait pas forcément fonctionner.
Et il n'y avait pas d'exemple de réussite, des gens qui nous parlaient, qui nous disaient que vous pouvez faire ça, vous allez pouvoir réussir dans tel et tel domaine, que si vous avez un rêve, croyez-y fort et qu'avec le travail, vous pourrez y arriver. Mais par contre, en allant là-bas, on a ressenti un peu ça. Et c'est un peu plus ça qui m'a marqué de ce voyage aux US que les États-Unis en tant que Il y avait aussi pays, quoi. la partie échec. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'échec est vraiment reconnu comme étant un avancement Ouais. et qu'il faut oser. Et c'est pas grave si on se trompe. Au contraire, on apprend, on grandit et on est encore meilleur derrière. Il faut rebondir. Ouais. La notion de rebondir C'est après. valoriser justement les échecs, le rebondissement. Après un échec, après une porte qui est fermée, après un projet qui n'a pas forcément abouti, il faut avoir cette force intérieure, ce feu intérieur de dire ok, ça n'a pas fonctionné, comment je pivote et comment je regarde et comment je repars d'un échec et comment je me relève. Parce que l'échec, parfois, il peut briser. Bien Et sûr. souvent, quand après, nous, on vient d'endroits où on avait tellement rien que finalement, on n'avait rien à perdre. Donc, tout ce qu'on faisait, c'était du bénéfice, c'était du positif. Et toi, Sana, tu as commencé à 16 ans à créer une commission des jeunes parce que tu t'es rendu compte que dans les quartiers, il n'y avait pas justement d'activité pour les jeunes filles. Pourquoi est-ce que tu n'as pas juste constaté justement ce problème-là et au contraire, tu as eu envie d'agir? Alors effectivement, moi, mon engagement, alors je suis un peu plus âgée que Moussa, c'est mon petit frère d'engagement. Et effectivement, très tôt, moi, ce que j'avais repéré, ça a été les inégalités qu'on pouvait recevoir, nous, les filles, en étant dans son quartier. Pas par justement nos frères qui étaient sur le terrain, parce que nous, on a eu la chance d'avoir un quartier où, filles comme garçons, on pouvait cohabiter, co-construire des choses ensemble. Seulement, les propositions qu'il y avait en face, elles n'étaient pas équitables. Donc du coup, très tôt, j'avais ressenti ce besoin de réunir un collectif de jeunes filles à l'époque du quartier pour dire non, attends, là, les gars, ils ont plein de trucs, plein de chantiers, plein d'actions pour faire des choses. Nous, c'est pas le cas. Comment nous, on peut faire justement pour se positionner? Et moi, la particularité que j'avais, c'est que je suis l'héritière d'un papa qui était très engagé localement et du coup qui m'a transmis aussi le feu de cet engagement-là. Et j'avais déjà ce qu'on appelle aujourd'hui les actions citoyennes d'engagement, etc., qui m'ont permis de commencer à œuvrer. Et comme on vous le disait, hein, très vite et au vu des années qui passaient, 2005 les émeutes, nous 2007 on crée l'association AGPR. Et ce que vous dit pas Moussa, c'est qu'il a été prescripteur de beaucoup de choses. Donc moi j'agissais dans mon coin avec les jeunes filles, etc. Et lorsqu'il y a eu les émeutes dans les quartiers et lorsqu'il fallait inclure, après la naissance d'AGPR, il fallait introduire la question de la fille dans son quartier. Il est venu me voir et il m'a dit « Sana, on a besoin de toi. Il faut absolument qu'on travaille ensemble. Avant d'aider les autres, tu dois aider ton quartier. » Et ça, c'est une phrase, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, qui m'a toujours marqué. Avant même d'aller à l'extérieur, on a un travail à faire chez nous. Et c'est là où on s'est rassemblés, on a travaillé sur différents sujets. Et d'ailleurs, toutes les questions qu'on porte aujourd'hui avec Banlieue Climat, ça a été aussi des graines que nous avions semées à l'époque avec AGPR sur des questions éco-citoyennes. On avait coordonné les premières actions autour du développement durable et ça a été à l'époque inédit et de rapporter justement la question de l'écologie haute. Et la précarité était tellement au cœur, la question sociale, qu'il a fallu avoir des priorités et que du coup on a fait des choix. Et on a mis en place des actions, des projets ponctuels. Et c'est ce qui a fait que des années après, au vu de l'urgence climatique, à échelle nationale, on a nous décidé, avec d'autres rencontres que j'ai pu faire avec Abdelali, Ferris et Sefiu, de pouvoir se dire, à échelle nationale, on va porter la voix tous ensemble et aller chercher justement tous ces acteurs invisibilisés qu'on ne voit pas. D'ailleurs, j'en vois ici qui sont venus nous rencontrer, qui font des choses incroyables et qui ne sont pas mises en lumière sur les questions d'écologie populaire de manière générale. Et il y a aussi une phrase que j'adore quand tu dis il ne faut pas évangéliser les quartiers en fait, il faut co-construire avec eux, il faut travailler avec eux et c'est ce que vous faites avec Banlieue Climat. C'est ce qu'on fait avec Banlieue Climat. Construisez justement le contenu, etc. Comment est-ce que tu as fait pour les embarquer ces jeunes? Alors nous, et c'est important aussi d'avoir tout à l'heure, Camille m'a posé une question, elle me dit c'est ouf, vous avez 3 ans et vous réussissez à faire plein de choses. J'ai dit non, ça fait 3 ans que Banlieue Climat existe, mais ça fait plus de 20 ans qu'on est engagé et enfin on nous écoute. Ouais. Et la nuance, elle est là. Et aujourd'hui, en fait, le fait qu'on nous écoute que maintenant, avec le peu de moyens qu'on a, il y a un décalage entre la hype et les réseaux sociaux et la réalité et les moyens qu'on peut donner à Banlieue Climat et à d'autres associations qui sont sur le terrain, qui agissent. Et aujourd'hui, la question de la mobilisation, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être et c'est aussi écouter. C'est de là où on vient. La première chose qu'on fait chez nous, c'est on écoute, on est au cœur des gens. Et comme on est ces gens-là, nous, on est représentatifs aussi de notre environnement. Et donc, du coup, on a
on a ce truc qui fait qu'on a cette accroche intuitive, instinctive qui se fait. Et puis, il y a aussi tout le respect derrière qu'on met en place. Avec Banlieue Climat, nous, la méthode que nous avons mis en place pour aller mobiliser sur les questions citoyennes, c'est les écouter, essayer de venir avec un programme, quelque chose de concret, quelque chose d'utile et quelque chose de valorisant, de reconnaissant. Et c'est pour ça que la création du premier diplôme de la transition écologique reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur, ça a été notre premier combat pour aussi permettre à ces jeunes de dire hey, les gars, une journée, une formation, vous avez un diplôme et c'est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Tout en sachant que les chiffres de l'accès aux écoles supérieures pour les gens des quartiers, on les connaît à peu près tous. Ouais. Et nous, ça a été vraiment ce levier qui nous a permis justement d'embarquer et après d'embarquer sur des projets communs, sur des projets liés à leur environnement, leur vie, etc. Et toi, Moussa, il y a une phrase vraiment que j'adore et tu dis il y a trop de voies de garage dans ce pays. Et pas assez de rampes de lancement, pas assez de pistes de décollage. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que ça veut dire? C'est le même constat qu'on partage depuis des années, c'est que le potentiel, nous on part du principe que le talent il est partout. C'est les opportunités qui ne sont pas partout et présents. Et l'objectif, c'est de créer des ponts et des passerelles pour essayer de rendre accessibles ces opportunités et faire en sorte que des talents puissent vivre de ce qu'ils ont envie de vivre. Et c'est important. Et nous, avec les déterminés depuis 10 ans, on fait un travail dans les territoires, pas que dans les quartiers, mais dans des villes moyennes aussi, et dans des plus petites villes, pour essayer de faire en sorte qu'on arrive à améliorer et faire en sorte que les gens puissent vivre de ce qu'ils ont envie de vivre. Et aujourd'hui, on voit que c'est pas quand vous allez dans un quartier, par exemple au nord de Marseille, et que vous avez problème de mobilité sociale, vous ne pouvez pas sortir parce que vous n'avez pas le permis et que les bus passent toutes les 2 heures. On n'a pas les mêmes égalités pour pouvoir avoir accès à des opportunités. Et nous, le travail qu'on fait aujourd'hui, on est dans plus de 25 villes en France, c'est de pouvoir aller trouver des solutions à des problématiques qui existent depuis des années et que personne ne réussit. Et aujourd'hui, quand on voit les personnes qu'on a accompagnées autant dans nos programmes d'employabilité, aujourd'hui, ils sont épanouis, ils ont un métier, ils rentrent dans une vie professionnelle et ça change leur vie quotidienne et personnelle. Pareil pour les entreprises et les entrepreneurs qu'on a accompagnés. Aujourd'hui, c'est des gens qui créent des emplois, qui développent de la richesse et qui participent un peu à notre écosystème par le haut. Et si demain, on veut régler les problèmes qu'on a aujourd'hui dans notre société, que ce soit des enjeux climatiques, des enjeux de santé, etc., il faut que ça passe par une réponse un peu plus économique, un peu plus professionnelle. Et aujourd'hui, on n'a pas assez travaillé sur les gens, on a plutôt travaillé sur des problématiques sectorielles, mais on n'a pas pris en compte les personnes. Sana le rappelait très bien, les enjeux d'écologie et tout, elle nous en parlait il y a plus de 15 ans, c'est pas il y a 3 ans. Quand on faisait des actions, elle a transformé un centre commercial totalement avec des cartons recyclés, etc. En faisant des stands, des boutiques, des commerces, etc. Et ça ne nous parlait pas à l'époque. Et aujourd'hui, on est totalement dans le sujet. Donc, en fait, tout ce qu'on porte, nos initiatives, ce sont des outils pour faire en sorte de trouver des réponses à des problématiques, finalement, qu'on n'a pas forcément adressées. C'est-à-dire, nous, quand on utilise l'entrepreneuriat au Sana le Climat, c'est derrière quoi à la fin? C'est comment on arrive à contribuer à l'amélioration des vies des habitants de ces quartiers-là. Parce qu'aujourd'hui, dans ces quartiers-là, c'est pas forcément, on regarde ça sur des prises sociales ou de difficultés, etc. Nous, on regarde ça comme des prises d'opportunités. Il faut savoir que dans nos quartiers, la population, majoritairement, c'est une population qui est très jeune. Il y a énormément de jeunes dans les quartiers. Et aujourd'hui, quand on sait qu'on est dans une société ou dans un pays où dans 20, 30, 40 ans, il y aura plus de seniors que de jeunes, où est l'avenir de ce pays? Elle se passe aussi dans nos territoires, elle se passe aussi dans nos quartiers. Donc il faut former cette jeunesse, il faut les accompagner, il faut leur donner des outils de réussite et il faut faire en sorte que demain, on prépare une jeunesse à affronter les grands changements sociétaux qu'on aura aujourd'hui à affronter. Et ça, c'est un sujet qu'il faut se battre quotidiennement, qu'il faut travailler et qu'il faut trouver des solutions. Et il y en a énormément des solutions. Et par exemple, imagine, j'habite justement dans ton quartier, je voudrais lancer une entreprise. Comment est-ce que je m'y prends? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que je peux être accompagné par les déterminés? Ouais, déjà, moi, je pars d'un principe simple. Tout le monde n'a pas vocation à devenir entrepreneur. Bien sûr. Parce que être entrepreneur, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de risques, beaucoup de sacrifices.
Et ça, tout le monde n'a pas forcément envie. Il faut respecter tout ça. Et moi, souvent, quand il y a un jeune qui vient nous voir et qui tape à notre porte pour pouvoir entreprendre, la première chose qu'on fait, c'est déjà de le rencontrer, de comprendre d'où vient son idée, pourquoi il veut entreprendre, depuis quand il a eu son idée et qu'est-ce qu'il a fait avant d'être accompagné. Donc on conseille toujours d'être accompagné et pas être seul. Et derrière, c'est vraiment de faire un accompagnement personnel, individualisé, mais aussi collectif, qui va lui permettre de se dépasser et d'aller au bout de son projet avec des outils très pratiques, théoriques. On a un accompagnement qui dure plusieurs mois avec des intervenants, des experts qui vont l'accompagner. Et derrière, ça se trouve, il va aller au bout de la création de son entreprise, ou peut-être qu'il ne va pas forcément créer. Mais derrière, ce qui va en dégager, ce qui va gagner de ça, il aura un autre état d'esprit. Il aura aussi une facilité de comprendre comment fonctionner au sein d'une entreprise. Et derrière, ça le libère même pour la suite, quoi. Et peut-être que ça ne marchera pas pour la première, mais dans la deuxième, il pourra réussir. Et donc voilà ce qu'on fait, nous, au quotidien, quand un jeune vient nous voir pour entreprendre. Donc il y a le travail sur lui, et après, il y a tous les outils théoriques et pratiques de l'entrepreneuriat qu'on lui met à disposition pour se lancer. Et si c'est les sujets environnementaux qui m'intéressent et que j'habite dans les quartiers, qu'est-ce que là, on essaye d'avoir tout le monde pour le coup. Alors nous, il y a deux types de publics qu'on va voir aujourd'hui. Les jeunes qui sont les jeunes formateurs qu'on forme. Donc on a vraiment un enjeu de transmission. Donc nous, la particularité, c'est qu'on a créé une formation qui permet par la suite d'avoir des jeunes formateurs qui, eux, à leur tour, deviennent formés, etc. Mais aussi, nous, notre champ d'action, c'est d'aller toucher ceux qui pensent, mais quand je dis qui pensent, être éloignés de l'écologie et que ça ne les concerne pas. Parce que clairement, nous sommes les premiers concernés face à ce qui arrive et les derniers concertés. Et nous, aujourd'hui, quand on va dans les quartiers, on va raconter l'histoire de nos parents, elle est très importante, notre ancrage dans nos quartiers et aussi les problématiques qui sont liées clairement à la question environnementale. Donc il y a quelque chose, forcément, sur quasiment 99% de fois où on échange avec les jeunes, il y a une chose qui accroche le jeune. Soit une maladie, soit l'histoire des parents, soit la question de la mobilité, la qualité de l'air ou autre, il y a toujours quelque chose. Et on prend cette accroche pour pouvoir justement les embarquer. Et on a créé un programme qui est assez vulgarisé, assez fun, qui est porté aussi avec des gens sympas et qui est communiqué d'une manière très nouvelle génération, qui permet aussi de se dire « Ah ouais, c'est sympa ». Mais en même temps, on a une exigence. Nous, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est de dire « Ah, bon, le climat, on fait… Tout à l'heure, tu disais le quartier washing ou je sais pas quoi. C'est quoi le quartier washing? Le quartier washing. Alors moi, j'avais jamais entendu parce que nous, on sait qu'on fait tout, mais pas du washing parce qu'on travaille sincèrement avec les gens. On fait avec et on les voit monter en puissance. Et aujourd'hui, on le voit, les nouvelles figures. Au départ, au démarrage, on avait Ferris Barkat qui est notre figure, qui est l'un des cofondateurs de l'association. Mais aujourd'hui, on a des Aymen, on a des Someya, on a des Omeima, on a des Khadim Koulibaly. On a des trajectoires complètement différentes. Et ça, c'est des récits. Et ces récits-là, on a besoin de les vulgariser pour embarquer d'autres jeunes. Et il y a quelque chose de palpable. Et aussi derrière, on a fait un gros travail auprès des familles, la parentalité. On a un enjeu aujourd'hui de travailler ensemble, main dans la main. Donc, et avec la ruralité et les quartiers populaires, mais également d'embarquer les familles. Nous avons lancé le collectif Les Mamans pour le Climat. La formation des Papas pour le Climat arrive au mois de mai. Et l'idée, c'est de pouvoir repositionner la question climatique de manière générale au cœur de l'éducation parentale et comment on peut avancer ensemble. Et ça, ce sont des choses qui te permettent aujourd'hui d'avoir de l'impact directement. Et est-ce que vous avez l'un et l'autre un exemple en fait de jeunes qui a vraiment évolué, grandi grâce à vos actions? Moi, je pense que depuis 10 ans, avec toutes les personnes qu'on a accompagnées, on pourrait en donner des centaines d'exemples. Ouais. Et en fait, au-delà des exemples qu'on a pu accompagner, qu'on a pu faire émerger, il y en a pas mal. Moi, quand je vois Amadou qui a créé son média Banlieusards Nouveau, qui met en avant des jeunes qui réussissent, qui ne sont pas forcément mis dans la lumière et qui retracent un peu leur parcours. C'est un peu un tremplin, un média assez nouveau, qui fait un travail exceptionnel de terrain qu'on connaît tous aujourd'hui. Et je pourrais en parler de plein d'autres, mais c'est des gens aussi qui utilisent leur entreprise ou leur projet pour mettre en lumière les autres. Et ça, c'est top parce que c'est la boucle qui reboucle. Finalement, nous, on a pu amorcer la pompe au départ où ils avaient besoin d'un soutien, d'un réseau, d'un accompagnement. Et derrière, eux, aujourd'hui, ils sont en capacité de pouvoir mettre en lumière un certain nombre d'initiatives et de projets
que les gens que les gens ne connaisseraient pas s'ils n'avaient pas forcément vu et n'avaient pas mis en avant. Mais derrière ça, en fait, c'est un travail au quotidien. Vous savez, quand nous, on se lève le matin, quand on fait ce qu'on fait, c'est pas forcément simple tout le temps parce que c'est beaucoup d'engagement, d'investissement, parfois pour très peu de résultats. Mais ce qui nous motive au quotidien, c'est de contribuer à tout ça. On sait qu'avec nos initiatives, nos associations, nos organisations, on ne changera pas la société dans son ensemble. Mais par contre, on y contribue et je pense que c'est une responsabilité qu'on a prise très tôt et qu'on encourage aussi d'autres jeunes à le faire. Nous, notre préoccupation aujourd'hui, quand on en parle avec Sana, c'est la transmission. C'est comment demain, quand on fera autre chose, parce qu'on sera amené à faire autre chose, comment ce relais sera pris et comment des plus jeunes vont pouvoir porter le projet encore plus haut, encore plus fort que ce que nous, on a porté. Et pour moi, c'est ça la véritable richesse et réussite de ce qu'on peut faire. Ce qu'on fait, voilà, c'est un temps, mais comment aussi ça dure 30, 40, 50 ans parce que ça a été repris, le message est toujours porté, les valeurs sont toujours là. Je pense qu'on aura réussi et on aura accompli pas mal de belles choses. Alors pareil, au niveau des exemples, on en a pas mal, mais je vais vous donner 2 schémas, une fille et un garçon. Alors on va avoir plus récemment Aymen, un jeune de 20 ans qu'on a rencontré à Strasbourg en sortant de formation. Il était avec des gros sacs. Je me permets de le raconter parce qu'il le raconte très bien. Et ça m'avait vraiment touché, marqué. Et avec des gros sacs, vous savez, les gros sacs, c'est tati, quoi. Et en fait, il venait de sortir de prison après quelques allers-retours. Il nous regarde, qu'est-ce que vous faites dans mon quartier? On lui explique ce qu'on fait. Donc du coup, le truc, on lui dit, vas-y, viens. Donc il vient à la formation, il pose ses sacs, il découvre la formation. Donc il y a un truc qui commence à capter. Il fait le lien direct dans le cadre de la formation avec ce qui se passe dans le milieu carcéral et il commence à témoigner. Il y a un truc qui l'anime et des traumas qui remontent, etc. Derrière ça, on l'invite à la formation de formateur parce qu'on sent qu'il a un truc. Et donc, du coup, il participe à cette formation de formateur. Et aujourd'hui, ce jeune, Aymen, il a été un de nos premiers salariés. Il est médiateur, formateur au sein de l'association Banlieue Climat. Il est revenu quelques semaines après avec les co-détenus à l'école Banlieue Climat pour être formé. Et aujourd'hui, on va signer avec le ministère de la Justice. Il sera le référent pour porter les formations en prison. Et ça a été son mindset. Et ça, ce sont des récits et des engagements qui nous touchent. Et ça, ce sont des petites victoires que nous avons. Et à côté de ça, je vais avoir Someya Talbi, une petite de notre quartier qu'on a vu grandir, famille monoparentale. On a toujours vu sa mère se battre, se tuer à la tâche pour lui payer des études, essayer de la faire entrer dans les grandes écoles, ce qui a été très compliqué. Et aujourd'hui, de l'avoir excellé et d'avoir réussi à... Donc elle est formatrice. Et grâce à la... Enfin, je ne dis pas grâce, mais elle s'est vue... être refusée par une grande école à Nantes à plusieurs années. Et cette année, la particularité de son pitch, ça a été ce qu'elle fait avec Banlieue Climat. Et donc, du coup, ils l'ont retenue. Elle a intégré cette grande école et aujourd'hui, elle est formatrice, mais elle est surtout la référente de la COP30 et c'est elle qui travaille, elle est partie au Brésil et c'est elle qui travaille pour amener tout le collectif pour représenter, porter la voix des premiers concernés. Et ça, c'est une victoire pour nous parce qu'on connaît son histoire et c'est une victoire et ça donne vraiment une fissure d'espoir pour cette nouvelle génération. Merci beaucoup à tous les deux. Il y a une chose vraiment qui m'a marqué dans les conversations qu'on avait pu avoir avant, c'est vous dites souvent n'attendez pas la permission pour agir. Et ça pour moi c'est hyper important. En fait il faut oser, il faut y aller. On a tous une place dans l'histoire collective à avoir, quel que soit où on vit, et il faut agir dès maintenant. Merci. Merci. Alors attends, on continue. Je te laisse aller là avec eux, alors si tu veux. Tiens, allez-y, passez comme ça, on avance. Alors on a parlé des quartiers, mais en fait les fractures et l'isolement social, il existe aussi dans les villages. Et pour ça, je vais accueillir Camille Sebeau de 1000 Cafés. Ah. Je m'en rapproche un peu quand même. Alors Camille est responsable, t'es responsable innovation de 1000 Cafés justement, qui est une association qui est portée par le groupe SOS.
Et l'idée, c'est de recréer des liens dans les villages par justement les cafés. Alors avant de commencer et que tu nous racontes un petit peu la mission de 1000 cafés, est-ce que tu peux raconter aux personnes qui sont là justement ce qui t'anime et qu'est-ce qui te touche et pourquoi tu t'es engagé dans cette aventure depuis maintenant presque le début en fait, du lancement, depuis à peu près 4 ans? Oui, en fait, j'ai suivi le lancement de 1000 cafés à ses démarrages. Et quand j'ai vu cet assaut qui se lançait avec l'objectif de pouvoir recréer des cafés dans les villages, avec vraiment l'ambition de créer du lien social, c'était un peu le coup de cœur. Je me suis dit, il faut que je travaille là-bas. Donc j'ai suivi les débuts. Et dès que j'ai pu, j'ai eu l'occasion du coup de rejoindre l'assaut au bout de ces 1 an. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de me dire qu'en fait, la ruralité, ça doit être le sujet de tout le monde. C'est une thématique qui est très souvent un peu passée sous les radars. Et en fait, ça doit concerner tout le monde, le sujet des villages de demain, comment faire lien avec chacun. Et donc c'est pour ça, je suis hyper contente de pouvoir être là aujourd'hui aussi pour représenter cette thématique-là. Et alors justement, rentrons un peu dans le vif du sujet. Quelle est la mission en fait? Qu'est-ce que tu définirais comme mission de 1000 cafés? Et comment ça marche concrètement? 1000 cafés, l'objectif il est simple, c'est de se dire on vient intervenir dans des villages, donc c'est des communes de moins de 3500 habitants, et de pouvoir y recréer un café. Et le café, on le conçoit vraiment comme un lieu de rencontre, un lieu de vie, et aussi un espace où on peut y adosser pas mal de services. Donc ça va être du dépôt de pain, du relais colis, un ordinateur. L'objectif, c'est vraiment de se dire que ce soit un lieu qui puisse brasser un maximum de la population différente et que ce soit un lieu de rencontre pour les habitants des villages. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est tu peux nous donner quelques chiffres parlants. Parce que moi, quand tu me les as donnés, j'étais quand même assez surprise de voir à quel point la France était un petit peu désertée, justement. 1000 cafés, on s'est lancé en 2019. Du coup, c'était aussi l'année des Gilets jaunes. Ça a été un peu le fait marquant pour nous de se dire il y a quelque chose qui cloche, il y a des gens qui ne se sentent pas écoutés. Et il y a des chiffres, effectivement, qui le montrent. Il y a 1/3 des Français qui habitent dans ces villages et pourtant 60% des communes rurales, elles ont plus de commerce aujourd'hui. Donc c'est des espaces où il n'y a pas de lieu de rencontre. Et un autre chiffre un peu parlant qui est sorti récemment, c'est 43% des habitants qui sont en zone rurale, ils se sentent exclus de la société française. Et en comparatif, c'est à peu près 23% pour les zones urbaines. Donc il y a clairement un besoin aussi d'apporter quelque chose. Et il y a ce sentiment un peu d'abandon qui peut être ressenti dans les villages. Et nous, quand on vient sur place, en fait, ce qui est assez dingue, c'est de se dire les habitants, ils sont trop contents qu'on vienne s'intéresser à eux, qu'on vienne aussi les accompagner. Et il y a des gens aussi dans ces communes-là qui sont engagés, des élus qui se battent tous les jours. Et donc c'est ça qui est important aussi, c'est de pouvoir, nous, les accompagner, les porter pour que les projets ils puissent voir le jour. Et justement, ce que je trouve intéressant dans 1000 cafés, c'est que vous construisez tout avec les personnes du village, donc avec l'élu du village, mais aussi avec les porteurs éventuels de projets, les habitants. Et tout ça, en fait, ça crée une certaine mayonnaise et c'est ça qui fait marcher. Et c'est ça la clé de la réussite, finalement. Exactement. On aime bien dire il n'y a pas 2 villages qui sont identiques. Du coup, en fait, chaque café va être complètement différent en fonction du village, de sa zone géographique et aussi en fait en fonction des habitants, de ce qu'ils souhaitent porter, de ce dont ils ont besoin. Le café, il fonctionnera que si les habitants ils viennent et ils sont au rendez-vous. Donc, on doit vraiment le concevoir avec eux. Et le dernier aussi enjeu, c'est de se dire que chaque gérant, il va vouloir mettre sa patte. Donc on peut avoir un café dans le Nord, par exemple, qui est très porté autour de la bistronomie. Donc c'est vraiment de la restauration de qualité. Alors que je pense à un café dans le Limousin, pas très loin de Limoges. Je vous aide un peu, qui pour le coup organise pas mal d'animations, c'est des jeux de cartes tous les après-midi et qui va plutôt être tourné autour de faire du lien avec les habitants. Donc nous, notre objectif, c'est à chaque fois d'arriver au démarrage du projet pour réussir à analyser un peu les besoins du territoire et aussi pouvoir analyser le potentiel économique parce que ce n'est pas une chose facile en fait d'ouvrir un café. Il n'y a pas tout le temps la possibilité de pouvoir se rémunérer. Et donc nous, on vient essayer de trouver d'autres formats de café et c'est aussi mon rôle dans l'association. Donc on développe aussi des cafés associatifs ou des cafés itinérants qui vont du coup circuler de commune en commune pour apporter un peu de convivialité aussi. Et concrètement, imaginons que je suis un porteur de projet potentiel dans un village de moins de 3000 habitants à peu près. Comment est-ce que je fais et comment est-ce que j'arrive à vous joindre et comment est-ce qu'on peut candidater en fait
Et On a un site internet, vous pouvez candidater. Et du coup, pour vous expliquer, nous, on est à destination et des communes. Donc là, aujourd'hui, on a à peu près 1500 communes qui ont candidaté depuis notre lancement. Et aussi pour des personnes qui souhaitent devenir gérants ou qui ont un projet et qui souhaitent être accompagnées. Et là, c'est quasiment 4000 personnes qui ont ce souhait-là et qui souhaitent pouvoir voir rouvrir un lieu de convivialité dans un village. Et aussi à destination de bénévoles qui veulent s'investir pour créer un café associatif et donc du coup qui souhaitent pouvoir être accompagnés dans cette dynamique. Et tous les financements, vous les trouvez où et comment? J'imagine que vous accompagnez un petit peu ces porteurs de projets, ces élus locaux, pour qu'ils aillent chercher un petit peu les subventions à droite et à gauche. C'est toujours le nerf de la C'est un peu le guerre. frein, j'imagine, des projets. Bien sûr. En fait, il y a quand même un constat de base, c'est de se dire que ça fait 50 ans que ces commerces-là, ils ferment. Donc ça veut dire que c'est pas facile et qu'il y a pas mal d'enjeux à pouvoir surmonter pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc nous, on est convaincus déjà qu'en travaillant en fonctionnement tripartite avec les habitants, avec le porteur du projet, avec la mairie, on arrive à réunir les bons ingrédients. Et après, on essaye au maximum d'accompagner les mairies dans leurs projets immobiliers parce qu'en fait, c'est énorme les rénovations qu'elles doivent faire. Donc c'est des méandres de subventions à aller identifier. Et il faut savoir que quand on est un maire d'une commune rurale, à côté, on est soit retraité, soit on a notre emploi. Donc en fait, c'est quasiment du bénévolat pour eux et c'est énormément d'engagement. Et donc devoir faire 6 demandes de subventions pour ouvrir le café, c'est extrêmement lourd administrativement. Donc nous, on essaye de faciliter et on fait aussi un travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour que ce soit facilité parce que c'est un gros enjeu. Et après, idem, pour les porteurs de projets, on essaye de les orienter pour qu'ils puissent trouver les sous aussi pour pouvoir se lancer parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Et vous les accompagnez combien de temps après aussi? Parce que vous ne les laissez pas juste ouvrir le café, faire des activités, mais derrière, vous les accompagnez aussi. Ouais, c'est vrai que ouvrir le café, ça paraît être le plus gros du travail, mais en fait, ce qui est hyper difficile, c'est de faire en sorte qu'il reste ouvert dans le temps. Donc du coup, c'est pour ça que nous, notre première étape, c'est vraiment d'identifier le bon format de café au bon endroit pour s'assurer que ce soit pérenne. Et après, le but, c'est que le café il puisse rejoindre notre réseau, qu'il puisse bénéficier de tous les outils qu'on peut mettre à disposition. Et notre engagement, c'est aussi de faire vivre ces lieux. Donc du coup, ça fait en 5 ans, je crois qu'on a distribué 400 repas solidaires à destination de seniors qui sont en difficulté. On essaye aussi d'organiser des animations un peu socioculturelles. Donc on a eu des tournées de cinéma en plein air, des tournées de concerts, de théâtre. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les gérants pour qu'ils puissent continuer à faire vivre ce lieu. Est-ce qu'il y a des belles réussites qui vous ont plu, comme vous faites des choses bien différentes? Alors, il y a prendre le temps, si tu veux, nous raconter deux, 3 belles réussites. Plein d'histoires. Non, mais déjà, j'aimerais bien vous parler du projet de la guinguette mobile. Ouais. Donc ça, c'est le café itinérant qui va circuler de commune en commune. Donc on l'a lancé en 2023, donc ça fait 3 ans, dans le Grand Est, dans la Marne, la Haute-Marne et l'Aube. Et c'était avec une communauté de communes, on s'est dit, OK, il y a un besoin vraiment sur le territoire où il y a zéro commerce. Comment on fait pour faire vivre ces communes en se disant que c'est quand même des très petites communes souvent, donc il n'y a pas le potentiel économique pour qu'un commerce il puisse vivre au quotidien. Et donc du coup, on s'est dit, on va prendre un véhicule. On a pris un Citroën HY, un vieux tube, et on est allé de village en village, sur la place principale, organiser des soirées avec des concerts, avec les assos en local, avec des producteurs locaux, des marchés de producteurs. Et ce qui était assez dingue, c'est qu'on s'est dit, bon, est-ce qu'on va se retrouver tout seul sur la place du village, il n'y aura personne? Eh bien non. Dès la première semaine, on a eu 200 personnes chaque soir. Donc en fait, là, en 2 ans, on a pu rassembler 14 000 personnes lors de ces événements-là. C'est des actions qui sont peut-être temporaires, mais qui en fait ont un impact sur le long terme important, parce qu'en fait c'est plus de 114 000 € de retombées économiques pour le territoire, parce qu'on va venir travailler avec des artistes, donc à chaque fois il y a un petit concert, on va travailler avec des brasseurs locaux, des producteurs locaux. Et ça permet vraiment de créer une dynamique assez incroyable autour du projet. On a des élus qui sont rencontrés, qui décident maintenant de travailler ensemble pour créer des choses sur leur territoire. Et il y a même un café qui s'est créé sur une de ces communes, donc ça permet vraiment de lancer une dynamique sur le long terme. Et un autre exemple que je trouve assez parlant, c'est aussi ce café associatif, pour le coup, en Dordogne.
pas très loin de Bordeaux, qui s'est créé dans une commune de 500 habitants. C'est à Saint-Rémy-sur-Lidoire, si jamais vous passez par là. Et voilà, il s'est créé avec un collectif de 5 habitants qui étaient hyper mobilisés autour du projet, un élu qui a vraiment soutenu. Et aujourd'hui, ça fait 1 an. Et il y a 250 adhérents. Donc en fait, si on rapporte, c'est quasiment la moitié des habitants du village qui sont adhérents, qui donnent de leur temps et qui viennent régulièrement dans ce café-là. C'est un café associatif, donc il ouvre 1 fois par semaine, mais en fait c'est déjà ça. Et c'est vraiment un moment où les gens peuvent se rencontrer, se retrouver, et c'est ça qui est important pour nous. Et c'est par exemple, on prend la France, quels sont les endroits justement où vous êtes très actifs et les endroits où il y a presque personne et vous aimeriez aller? Du coup, forcément, quand on a les projets itinérants, on va avoir un maillage territorial bien plus important parce qu'on va dans plein de communes. Donc ça, c'est dans l'Aisne et dans les Grands Est. Après, on remarque quand même qu'on a une petite diagonale centrale, comme je l'appelle, qui est marquée par des besoins de liens, de lieux de convivialité. Donc on va pas mal intervenir sur ces dynamiques-là. Ça va être un peu de Nouvelle-Aquitaine et aussi l'Occitanie, par exemple. Et il y a des régions qui ont un peu moins besoin de notre action. Par exemple, la région PACA, qui est assez touristique, où il y a pas mal de dynamisme. On n'a pas tant de projets qui se concrétisent pour l'instant. Donc on le prend comme, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de nous, et tant mieux. Et on a encore beaucoup à faire. Donc pour l'instant, on se concentre là où les communes candidatent aussi au dispositif. Et les freins, quels seraient les freins en fait, à part le côté administratif que tu as expliqué tout à l'heure? À part ça, quels sont les freins? Et le financement, j'imagine, évidemment? Franchement, c'est toujours ça qui est difficile. Ça fait 50 ans que les cafés y ferment et il n'y a pas de baguette magique pour se dire ça va absolument fonctionner. On a eu des projets où en fait, les gérants avaient beau se donner un maximum, la mairie avait beau soutenir à fond le projet. Si les habitants ne viennent pas parce qu'ils ont d'autres habitudes de consommation, on ne pourra pas transformer ça. Donc c'est arrivé qu'avec une commune, on se dise ok, là on a tout tenté, ça ne fonctionne pas, faut trouver une solution pour changer le local, qui puisse servir à autre chose sur la commune et qui puisse s'adapter. Mais c'est pour ça que nous, on considère vraiment que la co-construction et le fait de mobiliser les habitants dès le début du projet, ça permet de lutter contre ça. Donc on essaye d'organiser un maximum de réunions publiques, de parler avec les habitants et aussi un peu de les responsabiliser pour se dire vous ne pouvez pas juste demander à ce qu'il y ait tout dans ce café qu'il ouvre à 7h du matin pour avoir votre journal et après ne pas le faire vivre. Donc ça, c'est un enjeu principal et c'est pour ça que nous, on intervient aussi sur ce domaine-là. Est-ce que, par exemple, tu peux nous raconter, justement, ça existe depuis 5 ans, quel est le bilan que vous créez? Vous en avez créé combien de cafés? Combien sont restés et existent toujours aujourd'hui? En 5 ans, on a eu le temps de faire pas mal de choses. Donc, nous, on est intervenus dans 300 communes. Je parle de communes plutôt que cafés parce que du coup, on a des cafés qui vont dans plusieurs communes. Dans 300 communes, que ce soit dans un accompagnement à l'ouverture, mais aussi un accompagnement au maintien du commerce. Et pas que, en fait, on a aussi pu organiser pas mal de formations auprès de gérants, des immersions pour que des personnes qui ont envie de puissent rouvrir ce type de lieu, elles puissent aussi tester un peu le format parce que c'est pas quelque chose d'aisé de pouvoir ouvrir et tenir le café du village. Notre enjeu principal, en tout cas, c'est de se dire on souhaite pouvoir continuer un peu cet essaimage sur le territoire, mais on est aussi et principalement un réseau qui va rassembler et des élus de communes qui sont engagés autour de ces thématiques et du coup des porteurs de projets, des associations et des gérants qui souhaitent rouvrir et tenir ces lieux. Et en fait, notre objectif, c'est de pouvoir continuer à maintenir ce réseau actif. On organise tous les ans une rentrée rurale avec tous les maires du réseau qui viennent se retrouver pour se battre un peu sur ces thématiques-là. On continue aussi à faire des formations pour les gérants, à organiser des rencontres entre eux, parce qu'en fait, c'est un métier hyper isolé de tenir un café. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et donc nous, notre enjeu principal, c'est de se dire on représente ces voix-là qui peuvent être parfois un peu invisibles en France et donc du coup pouvoir aussi les rassembler et porter leur voix. Et est-ce qu'il y a un profil type en fait, de personnes qui tient un café et qui arrivent à rester dans le temps? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité, comme talent? À chaque fois, on le dit parce que les maires, quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez comme profil, ah là là, la liste, elle est longue. Donc, c'est toujours le mouton à 5 pattes qu'on va rechercher. Mais en fait, il faut être bon cafetier, savoir tenir son comptoir, voilà.
faut souvent aussi être restaurateur parce qu'en fait, il y a toujours de la restauration qui va être proposée. Il faut être prêt à pouvoir animer et mettre en place des services de proximité. Il faut savoir gérer une entreprise, ce qui n'est pas une chose facile. Et en plus, du coup, il faut pouvoir s'adapter à tous les publics, savoir communiquer avec les habitants du village, parce que quand on est le gérant du café d'une commune de 300 habitants, on connaît tout le monde. Et ça ne s'arrête pas quand on ferme la devanture, on représente toujours le café, même après. Et donc, du coup, chaque profil va être très différent. On a, je crois, quasiment autant de femmes que d'hommes qui tiennent ce type de commerce. On a des jeunes, on a des personnes qui sont en fin de parcours et on a aussi des gens qui ont décidé de tout quitter et de déménager à l'autre bout de la France pour tenir ces lieux. Après, il faut aussi quand même l'avouer, c'est quand même quelque chose de difficile. Parfois, on peut un peu romantiser ce que c'est de tenir le café d'un village. On peut penser que c'est quelque chose de facile. Et donc, nous, notre rôle, c'est aussi de pouvoir accompagner au maximum la personne pour pas qu'il y ait un aspect de déception parce que c'est un métier qui est hyper exigeant. Et on essaye au maximum aussi de pouvoir travailler avec les élus et avec les habitants pour que chacun comprenne aussi ce que c'est et le travail que ça représente pour un gérant de tenir ce type de café. Et si je te demande de rêver un petit peu grand, qu'est-ce que tu aimerais pour 1000 cafés dans 5 à 10 ans ? Notre objectif, c'est toujours de poursuivre ce qu'on fait maintenant. Je vous ai dit, on était présent dans à peu près 300 communes. Il y en a 1500 qui ont candidaté, donc il y a encore du travail à faire. Donc continuer à innover, à continuer à penser à des nouveaux formats de café, à créer plein de nouvelles guinguettes mobiles partout en France. Et plus globalement, nous, notre objectif, c'est vraiment de faire que les ruralités, ce soit un sujet au quotidien. Donc du coup, on veut vraiment représenter et arrêter l'isolement des gérants, des porteurs de projets et faire en sorte que les campagnes, ce ne soit pas uniquement le sujet tous les 5 ans lors des élections présidentielles, mais que ça devienne vraiment un sujet que nous, on puisse représenter un maximum pour faire en sorte que les pouvoirs publics aussi puissent s'emparer de ces thématiques-là. Merci Camille. Merci beaucoup. Alors pour conclure cette session, il y a vraiment une chose qui m'a marqué, c'est ce que disaient Sana et Moussa, oser agir, n'attendez surtout pas la permission. Et si je reprends un peu ce que disait Camille et les profils de personnes qu'elle avait justement qui ouvraient des cafés, il faut vraiment agir avec le cœur, agir avec ses talents. On a tous des talents en nous, on a tous des choses qu'on préfère. Donc avant de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'agir, c'est qui suis-je ? Où est-ce que j'habite? Quelles sont les possibilités? Et qu'est-ce que j'ai envie, moi, de faire? Parce que si on agit juste pour rendre le monde meilleur, parce qu'il faut agir, ça ne marchera pas, surtout ça ne durera pas. Donc maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous attendez? Agissez, on est vraiment sur une salle qui amène à agir. Voilà, let's act. On est tous des héros du changement si on le veut. Merci beaucoup, à bientôt.